Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'agriculture en question, votre émission de débat pour interroger et mieux comprendre le monde agricole et cette fois-ci même le monde de la pêche. Comme chaque jour, un thème, 4 questions et cette fois-ci 3 invités. Aujourd'hui, on s'intéresse donc à l'avenir du monde agricole. On se demandera si l'agriculture ou la pêche c'était mieux avant, comment ça se passe maintenant et surtout qu'est-ce qu'il faut prévoir donc pour l'avenir. Donc pour aborder ces sujets autour de cette table et débattre ce thème, j'ai juste à ma gauche Baptiste Gatouya. Vous êtes donc vice-président des jeunes agriculteurs et vous êtes agriculteur vous-même, vous êtes agriculteur céréalier dans l'Aube. À côté de vous, il y a Charles Guiriec. Vous êtes fondateur de Poiscaille, qui est un service à la fois donc de pêche et de vente en circuit court de produits donc issus de la mer, pardon. Et enfin, Nicolas Boivin, vous êtes directeur adjoint et responsable des formations à l'UNREP. L'UNREP qui est donc une fédération d'enseignement agricole. Eh bien, merci en tout cas à tous les trois d'être présents donc sur notre plateau. On est en direct donc du plateau du siècle vert au pavillon 4 du Salon international de l'agriculture. Et l'agriculture en question tout de suite sur l'avenir du monde agricole. Ça commence maintenant. Et première question donc sur les 4 abordées en 1 heure d'émission. On va d'abord faire un rapide point sur l'agriculture, d'où vient-elle et surtout comment a-t-elle évolué. Yanis Darras nous donne ses éclaircissements. Il y a un demi-siècle, l'agriculture française employait quasiment la moitié, plus de 20% de la population. 10 millions de personnes travaillaient pour l'agriculture en France. Et en 1980, il n'était déjà plus que 1 million seulement à travailler dans l'agriculture dans notre pays. Aujourd'hui, le nombre de chefs d'exploitation a considérablement diminué pour atteindre seulement 448 500 exploitants en 2018. Les rendements, eux, à l'inverse, ont beaucoup augmenté. On est passé d'un simple tracteur dans les années 50 à des véritables machines capables même de conduire seules dans les champs, grâce notamment au guidage par GPS. Et puis, ce qui a permis aussi l'augmentation considérable des rendements, c'est bien sûr les pesticides. On en utilise toujours plus. Résultat, la France est aujourd'hui la 7e consommatrice de pesticides à travers le monde, la première place étant bien évidemment occupée par les États-Unis. Enfin, dernier changement de taille, c'est la taille des exploitations qui a beaucoup augmenté ces 50 dernières années. C'est simple, les plus petites exploitations ont diminué de 60% en France. C'est quasiment la moitié des exploitations de moins de 20 hectares qui ont disparu de la surface de notre pays, Hugo. Merci beaucoup Yanis Darras. Je me tourne immédiatement vers vous, Baptiste Gatouya, vous qui êtes justement agriculteur dans les céréales. C'est une exploitation familiale que vous avez reprise ? Oui, exactement, c'est ça. C'est une exploitation qui est issue de plus de 4 générations, de mon grand-père, arrière-grand-père, et puis de mon père, bien sûr. Ah oui, donc l'agriculture, vous l'avez dans le sang. Hein. Oui, voilà, on est des métiers de passion, voilà, que ce soit l'agriculture, la pêche. En règle générale, on fait aussi le métier par passion. On ne le fait pas, des fois peut-être par obligation, mais c'est vraiment un métier de passion. Et donc du coup, généralement, ça se transmet aussi de génération en génération, voire même avec des personnes hors du milieu agricole ou de la famille. Et justement, là-dedans, est-ce que vous avez remarqué des changements peut-être je ne sais pas, justement, vous dites que ça fait 4 générations que c'est dans votre famille. Est-ce qu'effectivement, c'était mieux avant, l'agriculture ? Vaste question. Mais... On dit toujours que c'était mieux avant, sur certains aspects peut-être. Mais bon, les conditions de travail se sont quand même améliorées. La mécanisation s'est améliorée, la technologie s'est améliorée. Par contre, il y a une chose qui est restée comme avant, c'est le prix. Et ça, c'est la seule chose qu'on regrette, c'est qu'on a évolué dans nos pratiques, on a rempli tout un tas d'objectifs. Voilà, on a diminué le nombre d'agriculteurs, sauf qu'on a réussi à nourrir toute la population française, européenne et mondiale. Il reste encore des pauvres, mais il faut quand même encore faire du chemin en avant. Donc, est-ce que c'était mieux avant ? Non, je pense pas. Sauf que les choses sont différentes, oui. Oui, les choses sont différentes. Cette fois-ci, je vais en face de vous vers Nicolas Boivin. Donc, je rappelle, vous êtes directeur adjoint à l'UNREP, donc un institut, une fédération pardon, d'enseignement agricole. Cette fédération existe depuis 1925. Alors, j'imagine, oui, vous n'étiez pas né à l'époque, évidemment. Non. Mais malgré tout, est-ce que dans l'historique de votre école, est-ce que vous avez remarqué un changement dans les formations ? Est-ce que les formations étaient mieux avant également ?
Alors bon, moi je suis pas passéiste, alors du coup je dirais jamais que c'était mieux avant. En plus, une des missions de l'enseignement agricole, c'est l'innovation. Donc on a toujours été vers un progrès plutôt qu'une régression. En tout cas, il y a eu une évolution dans la conception même des diplômes et dans la façon d'enseigner, ça c'est évident. On a aussi une évolution des jeunes qui viennent dans nos établissements de l'enseignement agricole. Et cette évolution, vous la trouvez plus positive ou Alors, est-ce qu'elle est moins approfondie, au contraire, cette formation? non, les formations changent. En fait, aujourd'hui, on se base plus sur des compétences et non plus des savoirs purs. En fait, la tâche professionnelle est mise en avant dans les référentiels. Je pense que c'est vraiment très important. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'on a un grand thème, c'est produire autrement. Donc on accompagne la transition écologique dans l'agriculture au sein de nos établissements et je pense que ça peut être que du mieux pour nos générations futures. Donc pour vous, ça ne fait qu'évoluer dans le bon sens du terme. Cette fois-ci, je me tourne vers vous, Charles Guiriec. Vous êtes fondateur de Poiscaille, un service. D'ailleurs, pour ne pas dire de bêtises, c'est donc un service qui pêche et qui redistribue directement en circuit court et qui fait des livraisons, c'est ça? Alors nous, on pêche pas directement. Ah, d'accord. On est la version marine du panier de légumes. Donc on achète direct aux pêcheurs pour vendre aux consommateurs. Voilà. Un poisson qu'on dit frais, durable, éthique. Ouais. Je ne vais pas vous détailler tous les critères, mais Ouais. voilà En tout cas, pas l'idée. plus de 48 heures entre le moment de la pêche et le moment de la vente. Vous, justement, dans ces pratiques de pêche, alors évidemment, c'est pas vous qui pêchez directement, mais à la fois que ce soit dans la commercialisation du poisson, est-ce que vous aussi, vous avez remarqué une évolution peut-être par rapport aux précédentes décennies? Si on prend les précédentes décennies, c'est-à-dire 30 ans, l'état des stocks de poissons en Europe s'est plutôt amélioré globalement. C'est-à-dire qu'on a les résultats aujourd'hui, des bonnes mesures de gestion, quotas de pêche, encadrement des pêcheries. Donc on voyait plutôt des stocks en déclin vers la fin des années 90, début 2000. Et là, on commence à avoir des stocks qui se remettent en état progressivement. Donc les mesures de gestion font leur effet aujourd'hui. Les efforts des pêcheurs sont pas mal. C'est pas forcément le cas au niveau mondial, mais au niveau européen, c'est plutôt pas mal. Après, il y a un autre sujet à la pêche, qui est un sujet de partage de la ressource et de l'accès à la ressource. Aujourd'hui, nous, nos pêcheurs, qui sont plutôt des pêcheurs à petite taille, côtiers, se plaignent de l'accès à la ressource et de dire c'est toujours les gros qui ont accès. Il y a des enjeux de monétarisation des quotas de pêche, de financiarisation, qui menacent les pêcheurs artisans. Donc, il y a des choses qui sont mieux avant au niveau des stocks de poissons. Sociologiquement, je pense que c'est moins bien globalement. Et justement, pourquoi sociologiquement ce serait moins bien? C'est les conditions de travail, c'est aussi qui se sont dégradées. Est-ce que là-dedans aussi, au niveau professionnel, il y a eu une... Alors, oui, les conditions de travail, non, elles sont plutôt améliorées, c'est-à-dire que les bateaux sont a priori plus confortables qu'à l'époque. Après, par contre, en fait, on a un enjeu, c'est qu'en fait, à la pêche, on a deux modèles qui s'affrontent. Un modèle qui va être nordique, où on va mettre beaucoup d'investissements, beaucoup de capitaux, on va faire des gros bateaux en mer, usines de plusieurs dizaines, voire centaines de mètres, des grosses usines à terre. Ça, c'est un modèle plutôt norvégien, islandais. Pour ça, il y a beaucoup de capitaux, mais les côtes sont vides. Sont des pays où les côtes sont vides déjà, donc à part déranger quelques pingouins, 2 saumons et 3 habitants, il ne se passe pas grand-chose. Par contre, nous, on a un modèle plutôt latin, et c'est celui-là qu'on voudrait promouvoir. C'est plein de petits bateaux qui pêchent à proximité de la côte, des côtes vivantes toute l'année, un partage de la ressource, un partage de la valeur qui soit plus intéressant, et que en fait, ce ne soit pas juste quand on va se gaver d'huîtres et de moules l'été qu'on anime la côte, mais qu'en fait, ce soit une côte qui soit vivante un peu toute l'année. Oui, c'est là-dessus aussi, donc sur le choix aussi des espèces qui peuvent être pêchées ou non. Là-dessus, il y a un respect aussi des cycles naturels, du moins à Poiscaille ou dans la pêche en général même. Alors, il y a un truc D'après un peu vous. contre-intuitif sur le poisson, c'est que respecter les cycles naturels, c'est pas forcément... Enfin, ce que vous appelez respecter les cycles naturels, ça va être manger des poissons dits de saison. Ce serait ça. Le poisson de saison, en fait, pour moi, ça n'existe pas. C'est-à-dire que, autant sur un produit qui pousse dans la terre, quand on mange un produit de saison, c'est qu'on mange un produit qui a poussé pas très loin de chez nous. Quand on le mange hors saison, ça veut dire qu'il vient de loin. Le poisson de saison, à côté de ça, qu'est-ce que ce serait? Ce serait un moment de l'année. Sauf que nous, avec Poiscaille, on a vu des choses complètement contre-intuitives. Typiquement, le maquereau, a priori, ça se mange en été. On fait des barbecues avec du maquereau, etc. Sauf que nous, on a vu en plein mois de janvier des pêcheurs au large de Quiberon, à 1 heure de route de Quiberon, attraper des quantités de maquereau impressionnantes. Ils commencent à en pêcher à Saint-Jean-de-Luz en janvier, également de la sardine.
Donc la saison du maquereau, pour moi, ça veut rien dire parce qu'en fait, on va peut-être dire à un pêcheur, ah ben non, là on est en janvier, on veut pas de maquereau, alors qu'il a pêché de manière hyper vertueuse, un petit bateau, des techniques vertueuses. Par contre, en été, on va lui dire, ah là on en veut, il va dire, moi j'en ai pas, donc on va faire venir du maquereau pêché par des chalutiers énormes qui pêchent au nord de l'Irlande, mais comme la saison du maquereau, historiquement, c'était ça, on en veut en été. Donc la saison du poisson, c'est tous les jours, et le côté vertueux, c'est la technique de pêche, c'est la taille du bateau, c'est le temps d'exploitation. D'accord. En agriculture, Baptiste Gatouillas, c'est la même chose. Est-ce que on respecte aujourd'hui plus les cycles naturels ou est-ce qu'au contraire, aujourd'hui, la technologie fait qu'on peut s'affranchir de ça? Alors il y a les deux choses. Il y a le fait de répondre à la demande des consommateurs, comme pour le poisson. Et des consommateurs ont envie des fois de manger des tomates en hiver. Et donc du coup, il a fallu répondre à cette demande. Voilà, du consommateur. Donc là, on est plutôt maintenant parti sur une saisonnalité des produits, donc voilà, de mieux répondre à cette saisonnalité. Mais on a encore quand même des consommateurs qui veulent manger des tomates et des fraises en hiver. Et donc ça, même si elles n'ont pas forcément de goût, mais ils veulent en manger quand même. Donc il faut peut-être répondre à cette demande, mais plutôt les orienter vers des produits de saison. Mais c'est vrai que l'ensemble de l'agriculture a tendance et va vers des modèles de saisonnalité. Pour mieux respecter, alors là c'est la mer, mais nous c'est plutôt le sol, Oui. mieux respecter les sols, les saisons, pouvoir travailler mécaniquement, utiliser de moins en moins de chimie ou de la chimie autrement. On a beau être les 7e consommateurs de produits phytosanitaires au niveau mondial, mais au niveau européen, remis à la surface, on l'optimise au mieux. Donc la technologie nous a aidés, l'enseignement qu'on a reçu, les formations que l'on reçoit, que l'on demande, la technologie nous aide à optimiser au mieux les intrants, que ce soit les produits phytosanitaires, les engrais. Donc du coup, ce métier a changé et, à mon sens, a été dans le bon sens et répond à la fois à la demande sociétale et aux revenus des agriculteurs. D'accord, donc ça évolue dans le bon sens. Pour vous, Nicolas, à l'UNREB, donc cette fédération d'enseignement agricole, est-ce que là aussi, pour rebondir sur ce que disait Baptiste, vous enseignez la saisonnalité aux élèves aussi, également? Alors, Ou au inévitablement. contraire, vous leur dites que voilà, la demande des consommateurs fait que il faut satisfaire cette demande et donc produire même des fruits ou des légumes qui ne sont pas de saison? Alors oui, il faut satisfaire la demande des consommateurs, mais il ne faut pas oublier que les consommateurs changent aujourd'hui et ont une demande beaucoup plus précise, moins décalée dans le temps, et donc ils souhaitent manger de plus en plus de tomates pendant l'été et des navets l'hiver. Donc nous, nos formations, elles accompagnent aussi ces changements sociaux et sociétaux. Mais forcément, quand l'agriculture était plus intensive, les écoles formaient les élèves, les futurs agriculteurs, à faire de l'agriculture intensive. Oui. Et aujourd'hui, sur une agriculture plus respectueuse de l'environnement, forcément, on enseigne ces méthodes plus respectueuses. Oui, donc là aussi, on est donc vers une évolution positive. Merci à vous trois pour vos interventions. C'était le premier thème de notre débat. Et maintenant, revenons sur un sujet assez lourd. Ce sont les conditions de vie justement des agriculteurs, les conditions de vie des pêcheurs. Quelques informations là-dessus avec Yanis Mehdi. Les chiffres les plus récents de la Mutualité sociale agricole font état de 372 suicides des agriculteurs en 2015, contre 150 cas en moyenne pour la durée 2007-2011. Alors, on parle d'agriculteurs qui se... Aujourd'hui, on parle d'un agriculteur qui se suicide chaque jour. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les dernières séries de données datent de 2015, d'après la même mutualité. Alors, pour mieux comprendre ces chiffres, intéressons-nous à la méthodologie. D'après l'organisme, les victimes comptabilisées sont celles affiliées au régime agricole et ayant eu accès à au moins un soin de santé ces 2 dernières années. En revanche, sont exclues les personnes n'ayant eu aucun soin de santé ces 2 dernières années, c'est-à-dire aucune visite médicale, aucun vaccin, aucune analyse biologique et j'en passe. Une autre étude de Santé publique France, cette fois, a été publiée. Les chiffres restent les mêmes avec une méthodologie différente. Ce que l'on peut en conclure, c'est que les estimations à notre disposition concernant le suicide des agriculteurs sont assez proches de la réalité. Le député LREM de la 3e circonscription
Lot-et-Garonne, excusez-moi, Olivier Damessin, a été chargé par le gouvernement d'établir un état des lieux sur le mal-être agricole. Et d'ici 6 mois, donc, ce député présentera ses propositions pour lutter contre les différentes sources du mal-être des agriculteurs. Vous, et Baptiste Gatouilla, je me tourne vers vous. Au syndicat des jeunes agriculteurs, qu'est-ce que vous attendez de ces propositions qui auront lieu dans 6 mois? Ce qu'on attend, c'est d'avoir un accompagnement quand même de la profession sur ce type euh, de décès. Enfin, voilà, les suicides, voilà, un tous les jours, c'est quand même, même avec l'année 2015, on sait que ça n'a pas diminué parce que le contexte économique, moral, social n'a pas été en s'améliorant. Ce qu'on attend, c'est des propositions d'accompagnement, de pouvoir mieux détecter, nous aider aussi à avoir les outils nécessaires avec la MSA, les syndicats, enfin tout confondu, hein, d'avoir peut-être des sentinelles sur le terrain pour aussi un petit peu aider ce que l'on peut faire des fois sur le terrain. Il y a des choses au Québec qui se font par exemple, et d'aider justement ces agriculteurs et de trouver la cause aussi de ces suicides. C'est bien de vouloir les aider, mais il faut aussi identifier les causes et les solutions derrière. Et c'est ça qu'on a besoin. Et justement, cette fois-ci, je me tourne vers vous, Nicolas Boivin. Pourquoi, selon vous, y a-t-il des suicides dans l'agriculture? Oula, vaste question. Vaste question, bien évidemment. Mais... Alors, pourquoi il y a certainement des raisons économiques visibles. Hein. Enfin, il y a des petites exploitations qui n'arrivent plus à fournir assez de travail pour avoir un salaire décent et vivre décemment. Il y a aussi, je pense, une pression familiale importante. Je pense qu'on ne travaille pas assez dans nos établissements et en France en général, même en Europe, sur la transmission d'un patrimoine. C'est lourd pour un jeune de reprendre une exploitation derrière son père qui a réussi ou sa mère qui a réussi à gérer cette exploitation. Et comme le modèle change, le jeune hésite entre faire comme papa ou complètement innover et un peu finalement... Il y a une pression qui est faite. Vous, c'est ce que, Baptiste Gatouilla, c'est ce que vous avez ressenti quand vous avez repris l'exploitation familiale ou non, c'était une vocation? Ouais. On l'a peut-être que la pression, on ne l'a pas au tout début. Parce que c'est l'euphorie de s'installer, on est content, on est chef d'entreprise. Et puis au fur et à mesure de la première année qui s'écoule, bon, si ça se passe plutôt bien en termes de cours, ça va, on se dit c'est cool, ça marche bien, je suis content. Mais quand arrivent les moments difficiles, voilà, moi j'ai tout connu, des bonnes, des moyennes et des très mauvaises années. Et c'est vrai que les mauvaises années, on se dit, punaise, il ne faudrait pas que ça continue trop comme ça, parce que ce que mes grands-parents, mes arrière-grands-parents ont construit, mon père, ma mère ont construit, ça peut avoir un poids. Ici, derrière, on ne peut pas en parler dans le cercle familial, avec sa famille, qu'il y a une pression trop forte. Oui, là, ça peut avoir des conséquences en termes de morale. Voilà. Les problèmes économiques et les problèmes moraux, c'est pas qu'une seule raison, généralement. C'est pas parce qu'on perd de l'argent ou qu'on se retrouve seul sur la ferme, c'est souvent plusieurs raisons qui poussent à commettre l'irréparable. Et ça, nous, on doit éveiller. Et au niveau des jeunes, on essaye de les encadrer. C'est pour ça qu'on les accompagne au mieux dès leur installation pour justement éviter ces drames-là. Oui, évidemment. Vous, Charles Guiriec, alors évidemment, vous n'êtes pas agriculteur, plutôt vous êtes agriculteur de la mer, on va dire. Voilà. Je ne suis pas pêcheur non plus. Non, vous n'êtes pas pêcheur non plus. Mais dans le commerce du poisson en France, est-ce que là aussi vous avez remarqué une forme de fébrilité psychologique chez certains pêcheurs ou certains vendeurs qui n'arrivent plus à joindre les deux bouts et craquent? Alors non, parce qu'en fait, il faut savoir qu'à la pêche, les pêcheurs gagnent bien leur vie. Donc un pêcheur, pour être embauché sur un bateau et rester surtout, il faut lui donner entre 2 et 3 000 euros par mois minimum. Donc c'est un salarié, diplôme. Un pêcheur est salarié. Oui, voilà. Alors c'est des partages à la part, donc on ne va pas rentrer dans le détail. C'est un salarié. Par contre, en fait, la variable d'ajustement de ça, c'est les stocks de poissons, parce qu'en fait, la solution, c'est de pêcher énormément. Donc démarrer traditionnellement, même à la journée qui commence à 2 h du matin, qui finissent à 18 h, quelques heures pour trier le poisson, etc., dormir, repartir, ou partir plusieurs jours en mer où c'est du 24-24. Donc on tire sur les ressources très fort et on tire aussi sur la santé des matelots. Vous voyez pas mal de marins qui vous disent j'ai 40 ans, vous avez l'impression qu'ils en ont 60. Et à la limite, les marins, avant d'arriver à se suicider, ils périssent en mer. C'est le métier le plus dangereux qui existe en France, devant le bâtiment. Donc pas mal d'accidents, pas mal de morts en mer. Après, au niveau des commerçants, alors là j'ai aucune idée sur l'état de santé des poissonniers. Moi ce que je remarque, c'est dans tous ces gens là qui font des circuits courts, on est pas mal à se lancer, c'est le truc à la mode.
j'ai l'impression, vous me direz parce que c'est peut-être pas grand-chose par rapport à ce que vous vivez, mais j'ai l'impression qu'on a envie de partager, voire de récupérer cette pression et qu'elle se transmet presque. Moi, je vois plein de gens, on est nombreux à passer 4, 5, 6 ans à galérer, à pas se payer, à se payer hyper mal, à bosser comme des chiens. Mais en fait, inspiré par ces agriculteurs et ces pêcheurs qu'on Ouais, donc voit il y trimer, a une envie qui est il y déjà a là. envie un peu de répartir la difficulté. Alors est-ce qu'on la prend un peu trop parfois sur nos épaules, mais en fait c'est Ouais. presque est-ce qu'on se crame ou pas un peu comme les agriculteurs ou les pêcheurs dans un contexte qui est urbain et moins agréable, j'ai envie de dire, si on peut dire. Ouais. Donc c'est dans la commercialisation, c'est ça que je verrais, de gens hyper passionnés qui mettent une énergie folle. Et qui en fait Et n'y dont- arrivent pas forcément tout de suite Ouais. et ça se passe pas Et dont forcément les bien. espoirs peuvent être déçus. Oui, Nicolas Oui, Boivin. enfin, on trouve ça aussi en agriculture en fait, parce qu'on dit beaucoup qu'il y a des suicides et à juste titre, il n'y a aucun souci là-dessus, et il faut en parler et il faut réussir à trouver des solutions. Mais il ne faut pas oublier que l'agriculture est aussi un domaine qui plaît de plus en plus aux jeunes et qu'aujourd'hui dans nos établissements on forme de plus en plus de jeunes urbains qui ont envie d'un retour au vert et la proportion de jeunes issus des populations urbaines dans nos établissements agricoles est beaucoup plus forte aujourd'hui qu'il y a même 5 ans, 10 ans même. Mais c'est Puis, Vous êtes d'accord avec ça, ouais, Baptiste? oui, il y a ça, il y a de plus en plus de jeunes. Alors, soit pour devenir agriculteur, soit pour travailler dans l'agriculture aussi. Parce que voilà, on est aussi de moins en moins nombreux. On est 450 000, bon an, mal an, mais on a aussi compensé, on a aussi besoin des fois de compenser par de la main-d'œuvre. Et ça, des fois, cette main-d'œuvre, on a du mal à la trouver, qu'elle soit qualifiée ou non. Et du coup, on a vraiment besoin de cet effet-là. Et c'est pour ça que ces jeunes qui sont dans les écoles d'agriculture ne se prédestinent pas tous à être agriculteurs, mais à travailler dans l'agriculture, à épauler les agriculteurs. Et au final, trouvent leur compte. Et plutôt que de remettre des fois une charge, de vouloir absolument trouver du foncier, absolument s'installer, et ben de pouvoir s'associer tout bonnement à des agriculteurs ou d'avoir une activité de salariat, comme peut y avoir dans les bateaux de pêche, et ben ça peut être aussi une solution pour l'avenir. Oui, très rapidement, Charles Guiriec. Même, on a une problématique différente à la pêche, mais manque de matelots. Dans les 5 prochaines années, il y en a une grande partie qui vont partir à la retraite. Une grosse menace que ce soit les financiers qui rachètent les bateaux, qui fassent des gros, alors qu'on pourrait transmettre des bateaux et des exploitations saines. Ouais, au final, ça reste l'héritage qui au final, ne permet aussi un retour de l'engouement pour la pêche ou bien l'agriculture. Merci pour vos interventions. Cette fois-ci, la troisième partie de notre débat concerne donc l'espace, donc les ressources naturelles exploitées, que ce soit pour la pêche, évidemment, donc les ressources maritimes, ou bien les ressources terrestres pour l'agriculture. Un point là-dessus avec Alban Gamet de Saint-Germain. La France possède la plus grande surface agricole utile d'Europe. Plus de la moitié de son territoire est affecté à un usage agricole, soit presque 29 millions d'hectares. 50 ans plus tôt, ce chiffre était de 35 millions. En moyenne, ce sont 880 000 hectares en moins par décennie, l'équivalent d'un département français qui disparaît. Et d'ici à 2060, on estime que le potentiel agronomique pourrait baisser de 14%. Autre point, en 25 ans, le nombre d'exploitations agricoles en France a diminué de plus de la moitié. En ce qui concerne les ressources humaines, Hugo, il y a chaque année de moins en moins d'agriculteurs et la population agricole est vieillissante. Un quart des chefs d'exploitation a plus de 60 ans. Enfin, le revenu moyen annuel d'un agriculteur a diminué de près d'un tiers depuis 5 ans. Alors Hugo, quid de l'aquaculture? En 65 ans, la flotte mondiale de bateaux de pêche a été multipliée par 2 et pourtant une récente étude a montré que les bateaux rapportent 80% de poissons en moins qu'en 1950. Mais selon les experts de l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, il serait possible de capturer 20% de poissons en plus qu'aujourd'hui en arrêtant la surpêche, en exploitant des ressources alternatives et en développant encore l'aquaculture. Merci Alban Gamet de Saint-Germain. Messieurs, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, que ce soit pour la pêche ou pour l'agriculture? Comment peut-on faire avec des ressources naturelles qui diminuent? Baptiste Gatouya. Ouais, nous, on est subi, peut-être par rapport à la pêche, la mer, elle n'a pas réduit. Elle a même tendance à augmenter avec la fonte des glaces. Oui, avec la montée des eaux. Voilà. Mais nous, on perd un département en artificialisation. Donc, la ressource se diminue. Et c'est notre outil de travail. Donc l'artificialisation des sols, on doit l'arrêter et la réduire au maximum.
voilà, entre l'urbanisation, le développement des entreprises, enfin, voilà, des grands parcs logistiques. Et c'est un enjeu de souveraineté alimentaire, parce que si on n'a plus de terrain demain, on n'a plus d'agriculteurs et l'alimentation qu'on produit en local, on ne sera plus capable de la produire, on fera venir de l'étranger. Donc c'est un enjeu important de souveraineté alimentaire et d'aménagement du territoire. Et voilà, les inondations, quand on remplace de la terre par du béton, bah, l'eau, elle ne s'infiltre pas sur du béton. Donc voilà, il y a des différents enjeux environnementaux qui sont importants pour préserver cette terre et notre pérennité même de territoire national français. Alors, pas échéance 10 ans, mais dans une centaine d'années, les conséquences peuvent être quand même assez dramatiques. Oui. Une réaction par rapport à ça, Nicolas Boivin? Oui, en fait, c'est vrai qu'il faut faire très attention aux ressources et tout. Et aujourd'hui, en fait, dans les parcours, nous, on voit de plus en plus émerger des modules de cours sur l'agriculture urbaine. Il ne faut pas oublier, alors forcément, hein, elle est très marginale encore aujourd'hui, mais il y a une mouvance de fermes verticales, d'occupation des espaces abandonnés en ville pour des microcultures, une augmentation du rendement, par exemple, de céréales sur des petites parcelles urbaines. Et tout ça fait partie de l'enseignement aujourd'hui dans nos établissements. Donc, c'est pas une solution miracle, bien évidemment, et bien sûr qu'il faut se concentrer aussi sur les campagnes, mais il ne faut pas oublier que le progrès, l'innovation nous permet d'arriver à aussi une prise en compte des ressources différentes. Vous êtes d'accord avec ça, Baptiste Gatouya? Pour vous, l'agriculture, alors évidemment l'agriculture urbaine ne remplacera pas l'agriculture traditionnelle, mais est-ce qu'elle peut aider à compléter? Elle va compléter au niveau local, c'est une agriculture locale. Voilà. Après, il peut y avoir le débat sur se dire est-ce que c'est mieux de faire pousser des fraises dans des conteneurs qu'en plein champ. Voilà, il y a tout un tas de débats à avoir, mais c'est des choses qui peuvent se faire. Nous, on y regarde, on a aussi des jeunes qui nous demandent comment on fait pour s'installer en ville, on a vu. Donc, on doit aussi pouvoir accompagner tous les types de modèles d'agriculture. Voilà, si on veut savoir si ça marche et si c'est viable dans le temps, il faut expérimenter. On peut pas demander d'expérimenter sur d'autres choses et se dire non mais ça on n'en veut pas parce que c'est pas en campagne. Non, il faut aussi se dire que voilà, si on veut reconnecter ce lien entre les citadins et les ruraux, de se dire il y a peut-être des choses qui seront capables de faire en ville qu'on fera pas en campagne. Et voilà, pour nourrir l'ensemble de la population française, on fera pas tout dans les villes et on fera peut-être pas tout dans les campagnes. S'il y a des enjeux, voilà, peut-être en local ceux qui ont envie de se faire un jardin, ils peuvent aussi le faire en ville. Il y a des solutions qui existent. Donc pourquoi pas, faut y regarder. Il faut réussir à allier les deux un peu. Cette fois-ci, Charles Guiriec, vous, c'est vrai que vous n'êtes pas ni dans les villes ni dans les campagnes. Vous êtes pas non plus pêcheur, mais vous, c'est plus le domaine de l'eau. Alban Gamet de Saint-Germain disait tout à l'heure que, et vous le rappeliez, Baptiste, c'est vrai que le niveau de la mer, lui, ne diminue pas, contrairement aux parcelles de terre. En revanche, vous parliez tout à l'heure des ressources en poissons qui, elles, pour le coup, diminuent. Alors, je reviendrai sur cette histoire de on perd des terrains agricoles. Oui. On a perdu des terrains maritimes. Quand on aménage un port, on aménage une vasière qui est un endroit a priori dont on n'a rien à foutre parce qu'il y a de la vase, des moustiques et c'est chiant. Sauf qu'en fait, on détruit l'habitat des jeunes sols. Et par exemple, l'aménagement du port du Havre a clairement eu un impact sur le niveau de stock exploitable de la sole. Ça a été démontré par les scientifiques. Donc, l'aménagement côtier peut être une vraie menace sur l'état de santé des stocks. Même les stations balnéaires, par exemple, aussi, les stations de vacances, ça peut servir. Tout ce qu'on va mettre, tout ce qu'on va modifier, en fait, fait qu'il y a un écosystème qui est perturbé. Il y a des jeunes poissons, il y a des gros poissons, il y a plein de monde qui passe en fait dans ces zones-là. Il y a certainement peut-être des animaux qui viennent, qui apportent quelque chose. Il y a des rivières qui apportent de la nourriture pour des planctons qui créent une chaîne alimentaire. Donc quand on modifie tout ça, on modifie tout le reste. Et aujourd'hui, il y a des scientifiques. On parle de gestion optimale des stocks, donc de bonne gestion, etc., qui disent en fait ces niveaux-là, qui sont des niveaux qui sont gérés stock par stock, ne prennent pas en compte toutes les interactions qu'il y a. Quand il y a un maquereau qui mange pas un crabe, il n'est pas mangé par un bar, puis il y a un goéland. Puis, enfin, en gros, c'est un écosystème. Donc complexe. voilà. Et les gens sont alarmistes en disant attention, en fait, le changement climatique sera une énorme menace. Oui, les niveaux de la mer vont monter, mais en fait, c'est pas pour autant qu'on aura plus de poissons parce qu'ils auront plus d'endroits où aller. Parce que le temps que, d'ailleurs, les terrains agricoles que la mer va couvrir se transforment en machin, je pense qu'il va se passer quelques centaines d'années. Donc après, l'état au niveau mondial, effectivement, l'état des ressources, il est assez inquiétant. Et en exploitant moins aujourd'hui, on pourrait exploiter plus demain. Après, l'aquaculture évoquée par Alban, je crois. Oui. Pas une fausse bonne idée aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui il faut plus de kilos de poissons sauvages pour faire un poisson d'élevage, donc il faudra prélever pour aller, en gros typiquement aujourd'hui vous voyez en Manche, vous avez des grands chalutiers, on voit des images passer sur les réseaux sociaux, ils font 100 mètres de long, c'est scandaleux.
En fait, ils pêchent ils font une pêche minotière, donc ils pêchent des petits poissons. On les emmène au Danemark pour les transformer en farine. On les envoie après dans des saumons en Norvège qu'on fait grossir pendant plusieurs années. Puis après, on ramène le saumon pour le manger à Boulogne-sur-Mer et partout. La France est un des premiers consommateurs de saumon norvégien. Nous, on préférait en fait qu'il y ait plein de petits bateaux qui pêchent ces poissons directement dans la Manche, qu'on paye bien et qui nous les envoient directement. C'est des poissons qui sont petits, certes, mais ils sont très bons et il n'y a rien à dire. Oui, donc au final, la préservation des ressources naturelles, parce que c'est la question qui est posée, en fait, elle est faite par l'homme. C'est pas une question de cycle naturel qui fait qu'il y en aurait plus ou moins. C'est en fait la manière dont l'homme exploite ses ressources. Sur le poisson, c'est assez casse-gueule parce qu'en fait, les poissons, en gros, chaque année, quand ils se reproduisent, ils mettent des millions d'œufs dans la mer. Et c'est plutôt les conditions environnementales qui vont changer. C'est-à-dire qu'on peut avoir une année où s'il y a un banc de sardines qui passe par là, tous les œufs de sol vont être bouffés. S'il fait froid, ils vont tous mourir, etc. L'année d'après, il n'y aura pas et on va avoir un stock de sol qui va exploser 3 ans plus tard. Donc c'est assez aléatoire. Il y a plein de phénomènes qui font. Le changement climatique va complètement bousiller ça. Et à nous, en fait, d'avoir une gestion qui soit un peu précautionneuse, idéalement, pour pouvoir se permettre d'avoir des stocks qui soient résistants. Baptiste Gatouya, vous, pour revenir cette fois-ci sur les parcelles terrestres, les parcelles agricoles, est-ce que là aussi c'est à l'homme de faire attention, notamment en ce qui concerne l'érosion des sols, qui peut entraîner son appauvrissement, en ce qui concerne l'empoisonnement, ou alors même la rotation des cultures, est-ce que ça se fait toujours ? De plus en plus. Je rappelle aussi à nos auditeurs qui viendraient de nous rejoindre que vous êtes vice-président du syndicat des jeunes agriculteurs. Voilà. De plus en plus, parce que les sols, la terre, c'est notre outil de travail, c'est notre outil de transmission à nos repreneurs. Donc si on a un sol de mauvaise qualité, il va moins produire, des produits de moins bonne qualité, de moins bonne en quantité aussi. Et donc on évolue perpétuellement dans nos techniques. Les rotations, on en a toujours fait. On a toujours l'impression qu'on a fait de la monoculture, mais non. On a toujours fait des rotations. On les allonge de plus en plus avec des nouvelles cultures, avec ce qui peut arriver en demande sociétale, sur des cultures de biomatériaux, qu'on utilise dans les biomatériaux, dans les biocarburants, des choses comme ça. Donc ça, c'est des choses nouvelles qui sont arrivées pour allonger et faire plus de rotation sur nos cultures. Et c'est pareil sur les produits que l'on utilise, les engrais, les produits phyto. Il y a cette optimisation que je parlais tout à l'heure qui est très importante pour savoir à quel moment on peut précisément, avec telle technologie, prévoir, dire le champignon il commence à être présent, autant y aller tout de suite avec une plus petite dose que de laisser attendre, de se dire il va peut-être pas se développer, et de se dire et de dire on va attendre qu'il soit bien installé et puis d'arriver avec une plus grosse dose et de pas du préventif mais optimisé plutôt que de faire du curatif où on n'arrive pas à s'en sortir. Sur la diminution aussi des ressources naturelles et notamment des espaces agricoles, Nicolas Boivin, donc je rappelle vous êtes directeur adjoint de l'UNREP, une fédération d'enseignement agricole. Est-ce que vous voyez aussi l'impact de l'expansion urbaine? C'est-à-dire est-ce que les villes, et là je vous pose la question à vous trois, que ce soit dans les ports ou les villes bétonnées, est-ce que leur expansion provoque forcément une diminution des espaces cultivables? Incontestablement. En fait, l'idée majeure, c'est de comprendre que nos exploitations agricoles ou même maritimes relèvent de la systémie. Et donc, du moment qu'on change un facteur, tout change. Et l'enseignement aujourd'hui prend ça en compte dans les référentiels. On a cette analyse systémique de fonctionnement d'une exploitation, d'une entreprise agricole et tout ça. Donc forcément qu'une ville, du béton en plus, ou même une ville verte, ça modifie forcément les terres agricoles. C'est vraiment incontestable. Oui, Baptiste Gatouya. Cette expansion, cette urbanisation des campagnes aussi, là il y a des choses très simples. Le développement par exemple d'énergies renouvelables, des éoliennes, ça modifie le paysage, ça modifie l'écosystème. Les villes qui restent en permanence allumées, les oiseaux n'ont plus tout à fait le même rythme, même dans les campagnes, pour des questions de sécurité. Moi, il y a 15 ans, 20 ans, on n'éclairait pas mon village dans les carrefours la nuit, mais pour des questions de sécurité, on l'a fait. Manque de peau, les coqs qui sont au pied, ils pensent qu'il fait jour. Donc des fois, de temps en temps, 2h du matin, ils entendent chanter. Donc heureusement qu'on n'est pas réglé avec le coq, parce que sinon on se lèvera à 2h du matin. Mais voilà, c'est des choses comme ça. Donc comme ça a été dit, dès qu'on change quelque chose, il faut s'y adapter. Faut faire attention aux sécurités. Il y a des demandes aussi qui doivent être là. Mais il faut pouvoir le prendre en compte quand il y a un projet.
d'urbanisation et cet aspect environnemental de modification de l'environnement, de la biodiversité, elle doit être prise en compte. Et nous, on a aussi des solutions à apporter. Voilà, on peut, pourquoi pas, réaménager des habitats pour des oiseaux, des insectes. C'est des choses que l'on fait déjà. Et ça, il faut le faire connaître au grand public pour savoir que quand il y a un impact qu'eux, ils ont en habitant en ville, et ben c'est à la campagne et aux agriculteurs des fois de pouvoir apporter la solution. Merci pour vos interventions tous les trois. J'ai vu que vous vouliez intervenir, Jacques Guérec, mais malheureusement le temps file. Hein. On doit passer à la 4e partie de notre débat. Tout de suite donc, la dernière partie de notre débat, c'est évidemment la question principale. Quel avenir pour nos agriculteurs? Mathilde Couvillère-Flornoy a des éléments de réponse à nous apporter. Depuis une dizaine d'années, le nombre d'installations d'agriculteurs oscille entre 13 000 et 15 000 par an selon la MSA. La nouvelle génération est souvent non issue du milieu agricole. Ces nouvelles installations représentent une part croissante pour le lancement d'activités agricoles. Mais cette croissance ne suffit malheureusement pas à compenser les nombreux départs en retraite. D'ici à 2026, près d'un agriculteur sur deux en France aura l'âge légal de partir en retraite. Alors qui sont ceux qui décident de s'installer et de devenir agriculteurs? 68% ont moins de 40 ans, 24% ont 50 ans passés et 6% représentent un transfert entre époux. Le constat est là, en 2018, ils étaient 394 de moins qu'en 2017 à avoir sauté le pas. L'érosion est due à plusieurs facteurs. Lors des départs en retraite, les exploitations ne sont souvent pas reprises par les générations suivantes devant la difficulté du métier. La dureté de la profession et les revenus faibles découragent les plus jeunes. Selon une étude de la MSA encore, la moyenne des revenus des agriculteurs serait de 1 250 € par mois. Il faut savoir aussi que près d'un tiers des agriculteurs gagnent moins de 350 € par mois. Il y a aussi l'isolement et un manque d'attrait général pour la vie rurale. Enfin, l'accès au foncier et le coût de la transmission des exploitations agricoles sont de plus en plus difficiles. Le discours ambiant sur le monde agricole n'encourage donc pas les vocations. Merci Mathilde Couvillère-Flornoy. Baptiste Gatouillat, on parlait donc de l'héritage des exploitations familiales. Vous l'avez dit, hein, depuis 4 générations maintenant, vous êtes dans l'aube hein, pour faire de l'agriculture dans les céréales. Est-ce que vous le remarquez, que ce soit parmi votre famille ou bien parmi des amis hein, dans votre entourage, des agriculteurs que vous connaissez, cet abandon des terres familiales, ça existe ? Alors oui, ça existe à des différents degrés en fonction des départements et des secteurs et des productions aussi. Et puis, il y a cette érosion, mais il y a aussi des motifs d'espoir où des gens ou des jeunes alors, qui n'ont pas forcément eu d'un cursus agricole, mais travaillent quelques années à l'extérieur et s'aperçoivent aussi que finalement, être son propre patron, reprendre l'entreprise familiale, et ben, c'est finalement pas si pénible que ça. Enfin, voilà, et que dans d'autres métiers aussi, il y a de la pénibilité, il y a des contraintes, et que finalement, le métier agriculteur, il y a aussi des choses positives, et que voilà, faut peut-être aussi trouver la diversification, la chose à changer, pour que voilà, la partie revenus s'améliore. Alors l'image du métier qui est parfois donnée dans les médias, c'est vrai que le jeune qui va s'installer quand le matin, il va se lever et qui va voir que ils sont en train d'empoisonner les riverains, ils maltraitent leurs animaux, ils font pas bien leur travail. Vous Baptiste Gatouillat, vous avez l'impression que parfois, comme vous le dites hein, dans les médias, on vous traite d'empoisonneur. Vous avez cette impression? Pas l'impression, c'est qu'on le fait déjà. Des fois, dans les médias, certaines personnes ont des propos quand même assez presque diffamatoires envers le métier agriculteur. Moi, je fais mon travail de façon la plus respectueuse possible de l'environnement. J'ai 2 objectifs. Apporter une alimentation saine, sûre, durable à la population et préserver l'environnement. Et puis aussi avoir un revenu quand même, ce qu'on doit vivre. Il faut voilà, vivre. 1 250 € pour des chefs d'entreprise. C'est quand même, en moyenne, c'est quand même pas énorme pour des chefs d'entreprise. Ouais. Donc voilà, on doit relever ces défis-là. On est en train de les relever. On n'a pas diminué en nombre d'installations. Et on a tout un dispositif qu'on met en place pour continuer à les encourager. Et ça, on va avoir aussi besoin à la fois de l'enseignement et aussi des consommateurs pour que leurs demandes, ils les traduisent par des actes d'achat parce que c'est ça en fait. Ils ont le pouvoir, qu'ils achètent des produits made in France et ils pourront avoir confiance en leurs agriculteurs et installer des jeunes plus tard aussi. Justement, vous parliez de la formation, de l'enseignement. Nicolas Boivin, vous nous disiez tout à l'heure, il y a de plus en plus de citadins qui veulent se lancer dans l'agriculture, qui quittent leur zone urbaine pour se lancer dans l'agriculture. Ça aussi, c'est un bon message d'espoir pour l'avenir du monde agricole?
Alors oui, c'est un espoir flagrant. Il faut pas oublier aussi qu'il y a une demande de plus en plus importante dans nos établissements de jeunes cadres qui veulent une reconversion professionnelle et souhaitent s'installer quelque part en France pour un projet bien précis. Et c'est ce qui est fondamental en fait. L'enseignement agricole doit encadrer ces jeunes, que ce soit des jeunes en âge d'ouvrir une exploitation ou en reconversion. Ces personnes doivent avoir une gestion de projet. Parce qu'on ne peut pas juste s'installer comme ça en se disant ah, c'est bien, je vais faire ça. Ouais, ça se fait pas du jour au lendemain. Voilà, il faut vraiment une vraie gestion de projet et les établissements sont là aussi pour vérifier les projets d'installation et tout en partenariat avec les syndicats professionnels, avec les professions et tout ça. Mais c'est oui, enfin il y a. Bon, moi, je suis plutôt optimiste pour l'avenir par rapport à ce qu'on voit dans nos établissements. Et que ce soit des jeunes urbains ou moins urbains, finalement, en tout cas, il y a une dynamique pour aller vers l'agriculture. Une agriculture différente, avec des projets d'aquaponing ou des choses comme ça, mais vraiment de plus en plus vérifiable en tout cas. Vérifiable, évidemment. Baptiste Gatoulia, vous disiez donc, et c'était aussi un peu votre propos, Nicolas Boivin, voilà aussi le consommateur doit être aussi à l'initiative de cela, de ces changements dans l'agriculture. Vous, Charles Guirec, excusez-moi, vous justement à Poiscaille, ce que vous faites, c'est que vous favorisez le circuit court. En fait, vous incitez quelque part les consommateurs à venir acheter directement aux petits pêcheurs. Oui, c'est ce qu'on fait. Alors, ils vont pas acheter directement aux pêcheurs, c'est nous qui organisons toute la vous logistique. faites la transaction. Mais on a une bonne raison d'espérer, c'est qu'en fait, nous, en fait, on paye les pêcheurs plus cher pour plein d'espèces, notamment toutes ces espèces mal aimées, mal connues. Certains appellent ça des fonds de bac ou des poissons pour chats, mais en fait, on leur a démontré que quand on les pêche durablement, qu'on les paye bien aux pêcheurs et qu'on les amène rapidement aux consommateurs, en fait, elles sont bonnes. Donc, on a convaincu des gens sur le mulet, sur le taco, sur des poissons qui, a priori, sont méconnus. Et surtout, en fait, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on travaille avec certains pêcheurs. Ils nous disent, mais grâce à vous, j'ai pu faire des travaux sur mon bateau et donc mon bateau est moins dangereux qu'il était avant, donc je suis plus en sécurité en mer. Et deuxièmement, plus important, je sors moins souvent. C'est-à-dire que je peux me permettre de rester à la maison quand c'est un peu trop gros. Et donc je pense que c'est un peu un modèle qu'on est en train de donner pour dire, en fait, on peut être pêcheur et on peut en vivre bien sans faire 2h du matin, 18h le soir. Donc ça, c'est vraiment un truc dans lequel je pense qu'on a un vrai espoir à tirer. Ça veut dire que le consommateur, s'il paye plus cher, il y a un effet pour le producteur à l'autre bout et ça peut se voir. Et deuxième raison d'espérer, c'est qu'il y a plein de gens comme moi qui se mobilisent. On est 30 startups à la ferme digitale, donc il faut venir nous voir au pavillon 4 donc du salon de l'agriculture. Avec toutes ces solutions qui permettent idéalement à la fin aux producteurs de gagner plus d'argent. Et en fait, plein de producteurs, quand ils gagnent plus d'argent à la fin, en fait, ils ont plutôt tendance à essayer de lever le pied. Le mieux vivre est en train de devenir une meilleure tendance que s'enrichir à tout prix. Et si on peut participer à ça, on y va. Vous, Nicolas Boivin, ça vous en parlez aussi dans vos écoles, enfin à l'UNREP, cette fédération d'enseignement agricole. Vous en parlez du circuit court, de favoriser le contact avec le consommateur? Bien évidemment. En plus, c'est une demande des élèves et du coup, on montre les différents circuits de commercialisation. Le circuit court est quelque chose de positif généralement sur un système local, donc forcément nos établissements le mettent en valeur. Je voulais aussi préciser qu'aujourd'hui, quelque chose de fondamental dans l'enseignement, c'est intéresser les jeunes au e-commerce. Parce que le e-commerce peut aller aussi avec le circuit court. Contrairement, on n'est pas tous dans un système comme Amazon. Le e-commerce peut favoriser des paniers, des circuits courts, et on voit ça de plus en plus dans nos systèmes agricoles. Et nos écoles s'orientent aussi de plus en plus vers du e-commerce, de l'enseignement pour le e-commerce. Et si justement ce commerce, ce e-commerce évidemment que vous évoquez, c'est ce que vous faites, il me semble, Charles Guirec. Aussi vous travaillez avec Internet énormément. Tout se passe sur notre site internet, donc les gens vont sur Poiscaille, ils s'inscrivent sur Poiscaille, ils sélectionnent le contenu de leur casier de la mer, donc c'est notre panier de légumes version poisson sur Poiscaille. Nous quand même, derrière ça, on met une grosse énergie à être disponible pour eux, c'est-à-dire qu'il y a des humains derrière, ça reste pas quelque chose de déshumanisé, de mettre en avant les pêcheurs sur notre site, d'être capable de leur dire ce poisson vient de tel pêcheur, pêché à tel endroit, etc. Il y a une traçabilité. C'est ça l'idée, et
au-delà d'une traçabilité, il y a une confiance parce qu'en fait, on raconte une histoire de d'où ça vient. Ce que ne fait pas la grande distrib. C'est pour ça que les gens ont perdu la confiance dans la grande distrib. Ouais. Et en fait, c'est ce qu'on voit à la ferme digitale. D'ailleurs, il y a des gens, ils ont développé des solutions pour permettre de gérer ces circuits courts parce que pour un producteur, c'est pas simple de gérer un circuit court. En fait, finalement, c'est vachement de temps, c'est vachement d'énergie pour des gains en revenus qui sont certes significatifs, mais par rapport au temps qu'il y a passé, pas forcément géniaux. Donc là, la technologie, dans son ensemble, peut être une bonne solution pour les aider. Elle peut aider. Vous, Baptiste Gatouya, cette automatisation, ou plutôt ce développement des agroéquipements, il vous a permis aussi à la fois d'améliorer le rendement, de rendre vos céréales peut-être plus saines, ou du moins que le consommateur vient vous les chercher directement et ne passe pas forcément par la grande distribution. Alors moi, dans mon exploitation, ils ne viennent pas directement acheter le sac de blé parce qu'il faut quand même le transformer. Il faut le porter. Voilà, il y a tout ça, puis il y a toute la transformation en farine derrière. Donc moi, j'ai fait le choix de faire confiance soit à des industriels, soit à des coopératives avec lesquelles je contractualise mes ventes. Derrière, mais voilà, je sais que derrière, c'est des marques qui peuvent se retrouver alors en grande surface, de différentes industriels. Mais derrière, il y a cette valorisation de se dire, voilà, la coopérative, moi j'ai fait le choix, c'est on va dire la forme ultime, parce que la coopérative nous appartient, c'est la forme ultime de commercialisation. Et donc du coup, je lui ai confié la commercialisation en ayant des parts avec elle. Et c'est un petit peu les premiers circuits courts qu'on commence à faire, mais à très grande échelle. Ouais. Mais il faut qu'on garde quand même la maîtrise derrière. Donc ça, c'est plutôt mon choix personnel que j'ai fait, parce que j'ai moins le talent de vouloir faire du circuit court. Je me n'interdit pas pour plus tard, mais voilà, c'est plutôt mon envie. Mais c'est cette diversité des modèles qui est important, de personnes qui ont envie d'aller acheter en direct, que ce soit du poisson, des légumes. Il y en a qui transforment, qui font des pâtes à la ferme, du pain. Et il y a un marché, il faut pouvoir y répondre. Et des personnes qui, de par leur profession, de par leur éloignement des campagnes, ne peuvent pas aller en local. Et on doit être en capacité de leur fournir la même qualité de produit, ou au moins les produits qu'ils ont besoin. Voilà. Charles Guirec, vous avez une réaction? Oui, en fait, on a ces systèmes comme le nôtre. Nous, à la ferme digitale, on a avec les Grappes qui fait pareil avec les vignerons, donc qui permet aux vignerons de vendre. Et chez vous, vous recevez directement, ou même les professionnels peuvent se constituer une carte de vin avec plein de vignerons assez facilement. Et il y a un intermédiaire, c'est cette boîte qui s'appelle A2PA, qui va installer des magasins de producteurs dans les grandes surfaces. Donc en fait, permettre aux producteurs de vendre au prix qu'ils ont décidé dans la grande surface directement. Et en fait, ils payent un pourcentage à la grande surface, ils louent d'une certaine manière. Mais le prix est fixé par le producteur pour se reconnecter aux consommateurs directement dans des endroits où c'est vrai, on ne les voit pas assez aujourd'hui. Et cette fois-ci, pour une dernière intervention, ce sera la dernière question donc, de ce débat qui malheureusement touche à sa fin. Est-ce que l'agriculteur ou le pêcheur de demain doit être 2.0 ? Est-ce qu'il doit être connecté ? Est-ce qu'il doit être justement plus proche de son consommateur ? C'est ce qu'on évoque depuis quelques instants là déjà. Nicolas Boivin. Alors, nous, on milite plutôt pour une école 4.0, donc du coup, l'agriculteur ne sera pas 2.0, mais 4.0. C'est encore mieux. C'est encore mieux. C'est un enjeu majeur des années à venir pour l'agriculture. C'est comment affronter les besoins d'une population mondiale de plus en plus nombreuse, tout en jouant la qualité. Et ça passera forcément par l'innovation technologique. Par l'innovation technologique, on l'a bien compris. Merci beaucoup tous les trois donc, pour cette dernière partie de notre débat qui était sur l'avenir dans l'agriculture et dans la pêche. Encore une fois, merci à vous trois d'avoir participé à cette émission. Donc l'agriculture en question, évidemment, on pourrait encore dire beaucoup sur le sujet. C'est sûr, à 1 heure, c'est peut-être un peu court pour aborder ça, mais du moins vos interventions ont été très claires. Merci Charles Guiriec. Je rappelle que vous êtes fondateur de Poiscaille et qu'on peut donc qui est un intermédiaire en fait qui fait le lien entre les pêcheurs et les consommateurs en moins de 48 heures. On va le résumer comme ça. Merci à vous également, Baptiste Gatouya. Je rappelle que vous êtes vice-président
des jeunes agriculteurs, du syndicat Jeunes Agriculteurs, et vous êtes également agriculteur vous-même céréalier dans l'Aube. Merci enfin à vous, Nicolas Boivin, vous êtes directeur adjoint et responsable des formations à l'UNREP, donc une fédération d'enseignement agricole. Merci d'avoir participé à l'agriculture en question. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube, donc de Fréquence ESJ ou de TV Agri. Vous pouvez voir l'émission en replay. Ce sera également diffusé sur le site de Ouest France et du Figaro en replay également. Et vous pouvez écouter ça en podcast aussi si vous n'aimez pas l'image mais plutôt l'audio sur le site fréquenceesj.com. Merci aux équipes de TV Agri et de Fréquence ESJ pour avoir organisé cette émission, l'agriculture en question. On revient demain à 17h pour un nouveau débat.